Très bien. Donc, ce chapitre que nous commençons va essentiellement présenter les notions de rappel hein, des cours d'électricité abordés en première et deuxième bachelier. Donc, le document que j'ai mis à disposition, dont les slides de cours, voilà, j'ai essayé à ce que ce soit le plus complet, voilà, le plus complet possible. Hein. Même si on ne termine pas ces slides aujourd'hui, ce que je n'espère pas, vous pouvez toujours utiliser ces slides comme base. Donc, de toute façon, l'idée, c'est des rappels. Donc, la semaine prochaine, pardon, ce vendredi, on commence directement avec le chapitre sur les transformateurs. OK? Alors, nous allons aborder trois grandes parties. L'électromagnétisme, ici. Nous allons nous intéresser ensuite à l'étude des courants monophasés en alternatif, qu'on appelle encore AC, plus souvent, AC current. Nous allons ensuite nous intéresser à l'étude des courants triphasés, équilibrés et déséquilibrés, toujours en alternatif. OK? Donc, la première partie, ce sera l'électromagnétisme. Alors, on va définir le magnétisme comme étant l'ensemble des phénomènes physiques dans lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux. Généralement, ces forces-là qui sont exercées sont appelées champs magnétiques hein, et proviennent d'éléments appelés aimants. Ça, c'est des termes que vous connaissez le plus souvent. De ce fait, on va distinguer deux types d'aimants. Vous aurez d'un côté des aimants permanents. Ça, c'est des aimants qui ont un champ magnétique constant, sans aucune action extérieure. Et de l'autre côté, vous aurez des aimants, des électroaimants. Ceux-là, c'est des aimants qui ont un champ magnétique variable suite à un champ d'excitation extérieure. Et ces champs d'excitation extérieure, c'est peut-être une source de tension. OK? Si vous regardez bien un aimant, vous allez vous rendre compte en fait qu'un aimant est divisé en deux parties. Hein. Ces parties sont appelées des pôles. Donc, on va distinguer un pôle sud et un pôle nord sur des aimants. Les lignes de champ vont généralement sur un aimant toujours partir du pôle nord vers le pôle sud. Donc ici, par exemple, dans ce cas-ci, la figure de gauche sur un aimant en bas, ça c'est un aimant en bas, on a le pôle nord, on a le pôle sud, on voit bien que les lignes de champ vont partir toujours du pôle nord vers le pôle sud. OK? Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'à l'intérieur de l'aimant ici, hein, les lignes de champ sont rectilignes. Okay? Mais quand elles sortent de l'aimant, elles deviennent curvilignes. Okay? Il faudra aussi savoir que les lignes de champ se referment toujours. Ici, à droite, vous avez plutôt un aimant en nu. C'est comme ça qu'on appelle ce type d'aimant. Et vous voyez bien que cette partie du dessus en rouge, hein, c'est le pôle nord. Et en bleu ici, on a le pôle sud. D'accord? Et on voit bien que les lignes de champ vont toujours partir du pôle nord vers le pôle sud. À l'intérieur de l'aimant en nu, les lignes de champ ont tendance à être rectilignes. Et une fois que l'on sort, on voit qu'on a des courbes. D'accord? On dirait qu'elles sont curvilignes. D'accord? Alors, les pôles de même nature se repoussent et de nature contraire s'attirent. Ça, je ne vous apprends rien. Des choses que vous connaissez déjà. Donc, on parle d'attraction lorsqu'on a un pôle de nature différente et on parle de répulsion lorsqu'on a deux pôles de même nature. Par exemple, ici, on a deux pôles sud qui sont voisins, donc se repoussent. Un pôle nord et un pôle sud ici s'attirent. OK? Bien. Au niveau de la classification des matériaux magnétiques, on va distinguer trois grands types de matériaux magnétiques. Hein. C'est quoi un matériau magnétique? Hein? En fait, un matériau magnétique, c'est un matériau qui possède en lui de petits moments magnétiques. D'accord? Quand on le regarde dans sa structure microscopique, on se rend compte qu'il est constitué de petits moments magnétiques. D'accord? Ceci va nous permettre de distinguer ainsi trois grands types de matériaux magnétiques. On a dans un premier temps les ferromagnétismes, ici. OK? Donc, les matériaux ferromagnétismes, en fait, c'est quoi, entre autres? Les matériaux ferromagnétiques, ce sont des matériaux qui ont une facilité à se magnétiser. D'accord?
Ces matériaux sont constitués en fait de petits domaines. Si vous regardez bien sur la figure, vous voyez ici qu'on a un premier domaine ici et vous voyez ici qu'on a un autre domaine. D'accord? Donc, ces matériaux sont constitués de domaines dans lesquels les atomes ont tous une aimantation parallèle. Donc, dans le premier domaine ici, on voit très bien que l'aimantation ici, vous voyez, les atomes ici ont une aimantation dans ce sens-ci. Et dans le deuxième domaine ici, on voit que l'aimantation est plutôt dirigée dans l'autre sens. Exemple de matériaux ferromagnétiques, on a l'acier, le fer. Donc ici, on peut citer l'acier et le fer comme exemple de matériaux ferromagnétiques. OK? Alors, de l'autre côté, on a les matériaux paramagnétiques. Alors, c'est quoi un matériau paramagnétique? Ce sont aussi des matériaux qui sont assez voisins des ferromagnétiques, mais à la seule différence que eux, ils ont une aimantation faible. D'accord? Parce que leur aimantation est faible, on ne les ressent pas. Donc, quand vous rapprochez un type de ce matériau face à un aimant, il y a une aimantation, mais comme elle est faible, on ne ressent pas cela. Ici, il n'y a pas de division au niveau du domaine. Vous voyez qu'on a un seul domaine ici. Et vous vous rendez aussi compte que les moments magnétiques sont dirigés un peu dans tous les sens à l'intérieur des domaines. Comme exemple ici de matériaux paramagnétiques, on a peut-être ici l'alu. Pardon. On a l'aluminium, par exemple, la platine. D'accord? Comme exemple. Ça, c'est des exemples. OK. Le troisième type de matériaux, c'est des matériaux diamagnétiques. D'accord? Les matériaux diamagnétiques, en fait, ce sont ceux qui vont essayer de s'aimanter, mais cette fois-ci dans le sens opposé du champ qui leur est appliqué. D'accord? Les autres essayaient de s'aimanter dans le même sens que le champ qui leur était appliqué, c'est-à-dire le ferromagnétisme ici et le paramagnétisme ici. Essayaient de se diriger dans le même sens que la source, justement, extérieure. Cependant, le diamagnétique, les matériaux diamagnétiques, eux, s'orientent dans le sens opposé, mais faiblement. OK? Comme c'est faiblement, on ne se rend pas compte. Donc, avec un matériau diamagnétique, on a l'impression qu'il y a une repulsion. D'accord? On ne se rend pas du tout compte à ce moment, vu que c'est très faible. Et vous avez cela dans des matériaux comme ici, le bismuth, ici qui est cité déjà, mais je peux rajouter aussi le cuivre. Je peux rajouter aussi l'or. OK? Ces quelques matériaux sont ceux qui, voilà, que l'on va présenter au niveau des matériaux magnétiques. Ça, c'est les trois grandes classes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est régulièrement les ferromagnétiques, parce que c'est ceux-là qui nous intéressent. OK? Alors, qu'est-ce qu'on entend par effet magnétique d'un courant électrique? Tout courant, aussi bien qu'il soit alternatif ou continu, va générer un champ magnétique. OK? Le champ magnétique, c'est justement le B que vous voyez souvent, ce qu'on entend par ligne de champ que vous voyez le plus souvent. D'accord? Et réciproquement, si on a un champ magnétique qui est variable, on va générer un courant électrique. Ça, c'est vraiment le principe de base de ce qu'on entend par induction magnétique. Donc, l'induction magnétique maintenant tourne autour du champ magnétique et du courant. Donc, le champ magnétique crée le courant crée le champ magnétique. D'accord? Si le courant est intense, alors le champ magnétique est intense. Donc, si on a un courant intense, alors on a un champ magnétique intense. OK? La détermination et la direction du champ. Donc, si on veut déterminer la direction et la valeur de ce champ, la direction et le sens, pardon, de ce champ, alors on va utiliser la loi de la main droite. Que dit la loi de la main droite? Elle dit tout simplement que si dans un élément, on connaît le sens du courant, alors on peut déterminer le sens du champ. Si on connaît le sens du champ, alors on peut déterminer le sens du courant en utilisant tout simplement cette règle-là. Alors, si on essaye ça sur un conducteur, ici, on voit très bien qu'on connaît le sens du courant. Le sens du courant ici est connu. Donc, s'il est connu, alors, si vous placez votre main exactement comme sur la figure qui est ici, cette figure-ci,
D'accord? Si vous placez votre main comme cela, vous verrez très bien que les lignes de champ iront bel et bien comme ceci. Donc, on a bien notre champ B. Ça, c'est le champ, les lignes de champ pour un courant qui parcourt un conducteur. Si je m'intéresse plutôt à un solénoïde, ici, par exemple, je vois que j'ai écrit là, je vais effacer ça. Si je m'intéresse plutôt ici à un solénoïde, OK? Alors, si j'ai une situation avec un solénoïde, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la position des doigts va être la position du courant. Donc, les doigts-ci peuvent représenter, c'est-à-dire ceux-ci peuvent représenter aussi bien le champ ou le courant. Ça dépend de votre situation. Et celui-ci peut représenter aussi bien le courant ou le champ. OK? Ça dépend de la situation. Par exemple, dans la situation du conducteur, on voit bien que c'est le pouce qui a représenté le courant, dont les doigts représentent le champ. Dans la situation du solénoïde, c'est plutôt les doigts qui vont représenter le courant. Et on voit très bien que si on place les doigts dans le sens du courant, ça veut dire rentrant. C'est comme si vous refermez vos doigts juste en face, pas en face de vous, de l'autre côté. Alors, vous verrez que les lignes de champ auront tendance à sortir comme ceci. OK? Alors, de ce fait, on veut maintenant déterminer la grandeur, c'est-à-dire l'intensité de ce champ. Donc, ici, on parle bien du champ, hein, on est bien sur le champ B. On veut déterminer l'intensité de ce champ. Alors, pour déterminer l'intensité de ce champ, comme vous l'avez vu, on va utiliser la loi d'Ampère. OK? On va utiliser tout simplement la loi d'Ampère. La loi d'Ampère vous permet, grâce à cette expression, de déterminer le champ magnétique B. OK? Ça, vous l'avez vu. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les développements. Ça, c'est dans le cours électromagnétisme vu par M. Vélenchonnet. Ça va? Je vous présente juste les principes. Donc, pour ce slide, ce qui est intéressant à retenir, c'est quoi? C'est que quels sont les effets magnétiques du courant? C'est que le courant crée un champ. Le champ crée un courant. Pour déterminer la direction et le sens de ce courant, on utilise la main droite et pour déterminer sa grandeur, on applique la loi d'Ampère, OK? Qui est déduite par cette équation-ci. OK? Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Donc, alors, on va continuer. Alors, parmi les différentes expériences menées sur le magnétisme, l'expérience qui permet de mettre en évidence les forces électromagnétiques, c'est bien l'expérience des forces de Laplace. OK? Donc, c'est bien les forces de Laplace. Ça, c'est une expérience qui vous permet de voir ce qu'on entend par force électromagnétique. Je vous présente le contexte. Hein. Quel est le contexte? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un conducteur. Le conducteur, il est placé ici dans un champ. D'accord? Un champ magnétique. Le champ magnétique ici est produit par quoi? Par des aimants permanents. On a nos deux aimants ici. D'accord? On a un aimant qui nous présente un pôle nord, ici un autre qui nous présente un pôle sud. Donc, on voit très bien les lignes de champ qui sont en bleu ici, OK? Qui montrent bel et bien la direction du champ. OK? On vient placer dans cet environnement un conducteur en bas. Donc, c'est un conducteur, hein, il conduit. Et on relie ce conducteur à une source de tension continue, ici. Okay? L'objectif, c'est d'effectuer une expérience. Et grâce à cette expérience, essayer d'observer justement la force électromagnétique. D'accord? Lorsque le courant va circuler, donc lorsque le courant va circuler ici dans le conducteur, on va se rendre compte que le conducteur aura tendance à se déplacer vers le bas. OK? On pouvait déjà prédéfinir le sens de déplacement grâce à ceci. On appelle ça les trois doigts de la règle, les trois doigts de la règle de la main droite, pardon, les trois doigts de la règle des trois doigts de la main droite. OK? On pouvait directement déterminer cela grâce à ceci. Vous pouvez essayer ça chez vous. Hein. Le pouce va représenter le sens du champ. Le sens du champ, vous l'avez, hein, il est là.
Ça, vous connaissez. L'index ici va représenter le sens, non, le majeur va représenter le sens du courant. Le sens du courant, vous connaissez. Le courant est rentrant, donc le courant est rentrant comme ceci. Et enfin, la force est représentée par l'index. Donc, vous pouvez essayer de tourner vos doigts et vous verrez bien que la force aura tendance à aller vers le bas. OK? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si on veut interpréter un peu ce que l'on vient d'observer, en fait, on va se rendre compte en fait que les électrons qui sont responsables de la circulation du courant, hein, vous avez des électrons qui circulent là. Ces électrons, en fait, vont se retrouver soumis à un certain moment à des forces électromagnétiques. OK? Et vu qu'ils sont soumis à des forces électromagnétiques et ces électrons étant retenus dans le réseau cristallin, donc dans la partie microscopique de votre conducteur, ils ne savent pas bouger. D'accord? Comme ils ne savent pas bouger, c'est le conducteur qui va bouger. D'accord? Donc, c'est ça l'explication du fait que le conducteur se retrouve en train de bouger, d'accord? De se déplacer. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'intensité de la force que l'on va observer peut être déterminée grâce à une expression. Et cette expression, c'est celle que vous avez probablement déjà vue quelque part. F est égal à BIL, BIL. B étant le champ magnétique, I, le courant qui circule. Ça, vous connaissez le courant grâce à la source. Vous connaissez la valeur du champ magnétique grâce à vos aimants. Et enfin, vous connaissez la longueur de votre conducteur. Donc, vous pouvez estimer ainsi votre force. OK? La grandeur de votre force. Alors, si maintenant je veux, par exemple, augmenter cette force-là, je vois très bien que pour augmenter cette force-ci, je dois jouer sur les éléments que j'ai là. Soit j'augmente le champ, soit j'augmente le courant, une source plus importante, soit j'augmente simplement la longueur de mon conducteur. OK? Donc, ça va? Donc, ça, c'était la description de l'expérience de Laplace avec ses observations, interprétations et la conclusion qui va avec. On va s'intéresser à un autre concept, qui est le concept de la perméabilité relative, que vous avez aussi entendu parler, qui s'appelle le mu R. D'accord? Vous avez entendu parler du mu 0, vous avez entendu parler du mu, et vous savez déjà que mu, c'est bel et bien mu R fois mu 0. D'accord? Mu 0, c'est bien la perméabilité dans le vide. Mu R, c'est la perméabilité relative. Et vous avez mu qui est la perméabilité de votre matériau. D'accord? Alors, la perméabilité, en fait, va décrire la faculté que votre matériau a à modifier un champ magnétique, donc à modifier, en fait, les lignes de flux. OK? Ici, vous vous rendez compte que j'ai un aimant. Je prends un exemple. Ici, j'ai un aimant qui me présente un pôle nord, ça c'est la figure de gauche, et un pôle sud. Et je vois très bien que les lignes de champ partent bien du pôle nord vers le pôle sud. Je me rends compte que quel est le domaine dans lequel je suis? Qu'est-ce qu'il y a ici au milieu? Il n'y a rien, il y a le vide. Donc, mes lignes de champ ne sont pas modifiées. OK? Parce qu'il y a le vide, tout simplement. Donc, le mu ici que je veux calculer, c'est tout simplement égal à mu 0. OK? Parce que je suis dans le vide. Cependant, si je prends la même situation et je mets au milieu ici, par exemple, un cylindre en fer doux. Ça, c'est du fer doux. OK? J'ai les lignes de champ, les mêmes lignes de champ que celles précédemment. Hein, donc, je quitte de là, je viens là. Mais tout ce que je change, c'est que je rajoute ceci. D'accord? Mon fer doux. Donc, les mêmes lignes de champ, en fait, s'en retrouvent modifiées. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le milieu maintenant, il y a un autre élément magnétique. Et cet élément magnétique, c'est de l'acier, du fer doux. OK? Donc, ce fer doux va présenter au champ magnétique un mu, qu'on va appeler mu R, ici. Donc, le mu maintenant, dans cette zone-ci, ce sera égal à mu R fois mu 0. OK? C'est ce que vous avez eu à faire dans vos exercices jusque-là. D'accord?
Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que dans un matériau ferromagnétique, la notion de perméabilité est un peu mal définie parce que justement, le B et le H ne sont pas linéaires. Le B ici, c'est le champ magnétique et le H ici, c'est le champ d'excitation magnétique. D'accord? OK? Et comme les deux ne sont pas linéaires, vous vous retrouvez avec une situation comme ceci, si vous vous souvenez. Vous aviez des courbes que votre professeur vous avait données, la courbe de l'acier, la courbe de la fonte, la courbe du fer doux, qui vous permettait de voir justement que j'ai un comportement linéaire dans une zone et après je sature. Vous vous souvenez très bien de ce qu'on a fait en laboratoire. J'ai un comportement linéaire, après je sature. D'accord? Cette caractéristique-là montre que je ne suis pas linéaire. D'accord? Pas du tout. OK? Très bien. Je vais juste me rassurer que vous êtes bien avec moi. OK, j'ai deux questions. Donc, oui, oui, Edouard, mais pas variable. D'accord? Courant continu, je n'ai bien un champ, mais pas variable, Edouard. On parle bien d'un courant ou d'un champ variable. Khaled, Khaled, je ne comprends pas ta question. Younes, c'est quoi hop? UD. Où est-ce que tu vois hop? Younes, hop, c'est quoi? Je ne vois pas de hop. De quoi tu parles? Ah oui, oui, je vois, je vois. En fait, c'est la perméabilité d'éléments, hein. UP, c'est peut-être plastique, hein, je crois. Et UD, c'est un autre élément. Ça, je ne sais plus le nom. OK? C'est la perméabilité d'autres éléments. OK? Ça, je peux chercher. Ça, je te dirai. Quand vous dites un courant génère un champ, le courant doit être variable. Pas forcément. S'il y a un courant, il y a un champ. Si le courant est variable, le champ est variable. Si le courant n'est pas variable, le champ n'est pas variable. Je n'ai pas compris pourquoi ils sont linéaires et pas. En fait, ce qui se passe, Younes, c'est dans le matériau. Quand tu as un matériau ferromagnétique, tu as des atomes. Ça, je vais expliquer un peu plus devant quand je vais parler de l'hystérésis. Et là, tu vas comprendre ce que l'on entend par pourquoi à un certain moment c'est linéaire et à un moment ça devient plus linéaire. C'est à ce moment que je vais t'expliquer. Parce que quand tu as un matériau ferromagnétique, tu as des moments magnétiques dans le matériau et ces moments magnétiques se comportent progressivement jusqu'à un niveau où le comportement ne suit plus. OK? C'est ce qu'on entend par je suis linéaire à un moment je ne suis plus. Parce que le matériau atteint une limite où il ne sait plus, je veux dire les moments magnétiques atteignent une limite où ils ne savent plus bouger. OK? S'orienter, si on veut. Mais j'explique ça devant, juste dans la partie hystérésis. Est-ce que c'est clair pour toutes vos questions? Mu-D, mu-P, ça c'est les perméabilités des matériaux. Mu-P, ça doit être le plastique et D, je ne sais plus. Donc ça, je vais vérifier, je vais regarder, je vais vous confirmer ça. Est-ce qu'il y avait une autre question? Pour ceux qui posent des questions, vous validez, hein, c'est OK pour vous. Vous devez valider quand vous posez une question si, et vous me relancez s'il y a des choses que je dois vous dire plus tard. OK. Parfait. Bien. Alors, on va continuer. On va parler maintenant du circuit magnétique, hein. C'est quoi un circuit magnétique? C'était votre dernier chapitre l'année passée, hein, quasiment. Donc, on va dire que les circuits magnétiques utilisent des matériaux ferromagnétiques. OK? Donc, ceci, par exemple, c'est un matériau ferromagnétique. Donc, ça, c'est ferromagnétique. OK. Donc, l'objectif d'un circuit magnétique, c'est de pouvoir obtenir un champ d'induction dans une zone précise. Ça, c'est l'objectif des circuits magnétiques. D'accord? On va canaliser le champ de façon à ce que ce champ soit obtenu, soit renvoyé dans une zone précise. OK? C'est ce que l'on fait avec le moteur. D'accord? C'est ce que l'on fait avec plusieurs applications où on doit utiliser des circuits magnétiques. Le circuit magnétique, par exemple, celui qui est en face de vous, hein, il est constitué de 3 éléments.
D'accord. Dans un premier élément ici, on a une bobine. Ce que vous voyez ici, c'est une bobine qui va générer une excitation. D'accord? Ou un champ H. Le I ici, c'est encore votre champ d'excitation qui est noté H, si vous voulez. Donc, quand vous entendez des fois champ d'excitation H, c'est le plus ou moins le I. D'accord? C'est plus ou moins lié au I directement. D'accord? Quand on dit champ extérieur, c'est le I. C'est une source qui vous donne ce champ. Votre circuit magnétique est aussi constitué d'une culasse. Ça, c'est votre culasse. OK? Et on voit bien que cette culasse va diriger votre champ magnétique. Donc, on est en train de canaliser ainsi notre champ magnétique. OK? Voilà. Il peut arriver que dans votre circuit magnétique, vous avez, par exemple, un entrefer. D'accord? Ça veut dire que si vous avez un entrefer, votre circuit magnétique, par exemple, peut ressembler à quelque chose comme ceci. Je crois que vous avez déjà vu un entrefer. D'accord? Ceci, c'est votre entrefer. D'accord? On va définir l'entrefer comme un petit espace d'air dans un circuit. Donc, dans ce circuit magnétique, j'ai créé un entrefer, un petit espace d'air, celui qui est là. OK? Alors, si je veux créer mon champ magnétique dans un circuit magnétique, j'ai le choix. Soit j'utilise des enroulements, comme ceci. J'utilise un certain nombre d'enroulements N et j'applique à ces enroulements une source de tension qui va fournir un courant I. Et j'aurai ainsi un N fois I qui est encore appelé force magnétomotrice. C'est la force qui va générer le flux. D'accord? Donc, force magnétomotrice. C'est ça qui est appelé ici magnétomotive force. D'accord? C'est cette force qui va générer ça, le flux. OK? Mais je peux aussi tout simplement utiliser un aimant parce que le flux est lié au champ. Et pour avoir le champ, je peux tout simplement prendre un aimant nord-sud et de cet aimant-là, j'aurai ainsi un champ B. OK? Et je m'arrange à le positionner à un endroit précis dans mon système de façon à ce que les lignes de champ décrivent ce que je veux et ces lignes de champ vont être dirigées vers l'endroit où je souhaite. OK? Donc, soit j'utilise des enroulements, soit j'utilise des aimants. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on entend par circuit magnétique. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est quoi? C'est que, en fait, votre circuit magnétique, c'est un peu comme si c'est une résistance, d'accord, dans le domaine électrique, qui va essayer de s'opposer justement au flux magnétique. Donc, le flux magnétique qui est en train de circuler, votre circuit magnétique ici, c'est un peu comme une résistance, mais dans le domaine magnétique, on ne parle pas de résistance, on parle de réluctance. D'accord? Donc, c'est un peu comme une réluctance qui va essayer de s'opposer au flux magnétique. Donc, le flux magnétique, c'est celui qui est en train de circuler dans votre, dans votre, dans votre circuit magnétique. OK? Ceci va nous amener à faire un comparatif entre le domaine magnétique et le domaine électrique. Qu'est-ce qu'on entend par circuit magnétique et quel est son équivalent dans le domaine électrique? À gauche, ici, on a notre circuit magnétique, constitué des éléments que je vous ai présentés précédemment. À droite, ici, on a l'équivalent direct de ce circuit qui est le circuit électrique. OK? Qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà qu'on a une source ici, hein, dont une force magnétomotrice ici, qui est N fois I. Et de l'autre côté, on a plutôt une force électromotrice. D'accord? Donc, ceci, c'est la force magnétomotrice, dont la force qui génère le flux. Et ici, on a la force électromotrice, la force qui génère le courant. OK? Ça, c'est l'équivalent dans le domaine électrique. On a ici, dans notre circuit, notre réluctance, qui est un peu comme la résistance qui va s'opposer à la circulation du flux. De l'autre côté, on a notre résistance, qui est celle qui va s'opposer à la circulation du courant. OK? On vous demande simplement d'identifier ça en dessous, hein, ça c'est facile.
D'un côté, j'aurai forcément la force magnétomotrice ici, qui est exprimée en ampères tours, d'accord? Parce que c'est le nombre de tours fois nombre de tours ici, c'est en tours. Et le courant, c'est des ampères. Donc, ça nous fait des ampères tours. OK? Ça nous fait des ampères tours. Et de l'autre côté, on a la force électromotrice, c'est des volts. Donc, ici, on a bien des volts. Ensuite, d'un côté, vu qu'on a un circuit magnétique, on a vu qu'un circuit magnétique était caractérisé par sa faculté à résister au passage du flux. Et cette faculté à résister au passage du flux, en fait, est directement liée à sa faculté à laisser passer le flux, qu'on va appeler sa perméabilité. D'accord? De l'autre côté, notre circuit magnétique est lié à ce qu'on va entendre par conductivité. D'accord? Donc, conductivité, c'est l'opposé de résistance ou résistivité, si vous voulez. Et perméabilité, c'est l'opposé de réluctance. C'est pourquoi les deux sont liés par une expression directe. Donc, c'est l'inverse. OK? La réluctance d'un côté, c'est l'inverse de la perméabilité. Et la résistance ici, c'est l'inverse de la conductivité. Grâce à ces expressions qui sont déjà connues. Hein. Je repasse vraiment au-dessus de tout ça. Je n'entre pas trop dans les détails pour vous présenter les concepts. Parce que dans les différents cours qu'on aura, on va parler de perméabilité, on va parler de... Voilà, il y a des thèmes que l'on va utiliser rapidement et il faudrait que vous compreniez assez vite de quoi on parle. C'est pour ça que je repasse en revue rapidement tout ça. Alors, on va accélérer un peu. Et de l'autre côté, ici, on sait très bien que c'est le flux qui circule hein, parce qu'il est généré par la force magnétomotrice et le courant qui circule parce qu'il est généré par la force électromotrice. Ça, c'est le concept lié à tout ce qui est circuit magnétique. OK? Alors, on vous donne ici un petit exemple. Hein. Dans cet exemple, on vous demande simplement de construire le circuit magnétique qui est lié directement à le circuit électrique qui est lié aux différents circuits magnétiques qui sont proposés. Ici, on vous propose plusieurs circuits. Ça, je vous donne ça à faire à la maison hein, pour vous exercer. On va faire un seul ensemble, par exemple, le premier, celui-ci. Ensemble, rapidement. Alors, pour celui-là, il est assez facile. Qu'est-ce que l'on a ici comme élément? Alors, on se rend compte que l'on a une source. Donc, ici, on a bien notre NI, c'est notre source. Donc, pour représenter ceci, si c'est notre source, ça veut dire que on a quelque chose comme ceci, dans un premier temps. Ensuite, on se rend compte que après notre source, on a Phi1. Phi1 veut dire que le courant qui est ici est soumis à la réluctance qui est dans cette zone-ci. Donc, toute cette zone-ci, jusqu'à celle en dessous, sont traversées par un courant appelé Phi1. Donc, ce courant voit une même réluctance. Donc, cette réluctance, je peux la noter ici, R1, R1. OK? Pour dire que c'est la même, vu que c'est le même courant. OK? Que je vais appeler ici I1. Phi1 sera mon I1, si vous voulez. Ensuite, j'arrive ici au niveau du point B. Je me rends compte que j'ai un trajet entre B et E, mais qui est soumis à un autre flux, qui est Phi2, qui n'est pas le même que Phi1. Ça veut dire que forcément, il y a une autre réluctance dans cette zone-ci. Donc, dans cette zone-là, j'aurai forcément R2 qui sera traversé par I2. OK? Et ensuite, si on continue, on va se rendre compte que de l'autre côté, j'ai Phi3 qui est le même qui va circuler partout jusqu'au point E. Donc, tout ceci peut se finaliser par une troisième résistance qui est R3 qui sera traversée par un courant I3. OK? Donc, je viens de vous dessiner comme ça, assez rapidement, l'équivalent du circuit magnétique, donc l'équivalent électrique hein, du circuit magnétique que vous avez ici.
Vous avez votre circuit magnétique ici. Voici son équivalent électrique. OK? Je vous demande de vous exercer à la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir. Après, m'envoyer un mail ici. Et vous pouvez ainsi vous exercer à construire le circuit électrique des 3 autres, OK, qui restent. On fera un tout petit peu plus d'exercices. OK. Quand vous avez la présence d'un entrefait comme ici, vous supposez que vous avez ici une autre réluctance. Une réluctance autre. OK? L'entrefait vous amène dans le circuit une réluctance différente. D'accord? Ici, vous avez une réluctance. Vu que ici, au milieu, c'était différent, vous avez une autre réluctance. Donc, dans cette situation, celle de droite, là, vous avez la même réluctance. Mais ici, vous n'avez pas la même réluctance. Ici, vous avez la même réluctance. Tout ça. Donc, ça, c'est un circuit assez facile. Juste un circuit série avec 2 réluctances, donc 2 résistances. OK? C'est une autre réluctance. Exactement, Yviane, c'est ça. C'est une autre réluctance. C'est juste qu'elle se retrouve en série à ce moment. OK? C'est clair pour toi, Emmanuel? C'est une autre réluctance qui va se retrouver en série dans ton circuit. C'est tout. OK? Et non en parallèle. Très bien. Donc, on va continuer. Alors, on va parler maintenant de ce qu'on entend par l'hystérésis magnétique. Très, très important. Ce que vous devez savoir, c'est que l'hystérésis va vraiment montrer comment un matériau ferromagnétique réagit à l'excitation extérieure. Donc, si on prend un matériau ferromagnétique, comment est-ce qu'il va réagir à l'excitation extérieure? Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement ici, avant de revenir sur les slides ici. OK. Donc, on va supposer ici que, oui, que l'on a, par exemple, un barreau. Voici notre barreau. Supposez que c'est un barreau magnétique. Un barreau. Supposons un barreau en fer. OK? Sur ce barreau en fer, il est ferromagnétique, parce qu'on s'occupe ici des matériaux magnétiques. Bien, il est ferromagnétique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il est soumis à un champ magnétique. Donc, il faudrait que je le soumette à un champ magnétique. Supposons que je vienne enrouler sur ce barreau un certain nombre de spies. Et j'alimente ce nombre de spies par une source. I. OK? Donc, j'ai une source qui alimente mon barreau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais essayer de représenter le comportement rapidement ici, le comportement de mon barreau ici. Alors, ce que j'aurai, c'est sur l'axe ici des ordonnées, j'ai B qui va représenter le champ d'induction. D'accord? Quel est le champ qui va s'induire? Et ici, j'aurai H qui va représenter le champ d'excitation. Donc, le champ d'excitation ici, pour moi, c'est mon courant I. D'accord? Du mal à écrire H là. H, champ d'excitation qui est sensiblement le courant. D'accord? Alors, si le barreau n'a jamais été magnétisé, donc c'est la première fois qu'on le soumet à un champ magnétique, d'office, on va partir d'ici. Donc, la première courbe qu'on va avoir est appelée encore la courbe de première aimantation. Au fur et à mesure que je vais alimenter mon barreau, juste un petit rappel, vous vous souvenez, je vous avais montré le matériau ferromagnétique, je vous avais dit qu'il était constitué de domaines, et dans chaque domaine, vous avez, si vous vous souvenez, des moments, des atomes, et autour de ces atomes, vous avez des moments magnétiques. Donc, supposons que dans ce domaine, j'ai des éléments qui sont comme ceci, comme ceci, comme ceci. Dans l'autre domaine, j'ai des éléments qui sont comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Dans l'autre, j'ai des éléments qui sont comme ceci, comme ceci. Là, j'ai des domaines qu'on appelle les domaines de West. OK? Ça, vous l'avez vu déjà. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le matériau. Ça, c'est le matériau microscopique. Quand j'alimente mon matériau et que je commence à faire progressivement augmenter ce courant-ci, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le champ qui va s'induire, donc le champ d'induction qui va s'induire, va être progressivement croissant, comme ceci. OK?
qu'est-ce qui se passe dans le matériau à ce moment? Ces moments magnétiques vont commencer progressivement à s'orienter tous dans le sens du champ extérieur. Supposons que le champ extérieur est comme ceci. D'accord? Supposons que c'est le sens du champ extérieur. Donc, ces moments vont commencer à s'orienter tous dans le sens du champ extérieur. Donc, on va supposer qu'ils vont commencer à s'orienter petit à petit dans le sens du champ extérieur, progressivement. OK? Et il va arriver un moment où tous les atomes, dans tous les domaines, seront tous alignés et qui ne pourraient plus s'aligner. Donc, s'ils sont tous alignés, à ce moment-là, on atteint une étape qu'on va appeler saturation. C'est cette étape qui se trouve justement ici. D'accord? Quand on commence à amorcer le plateau, on dit qu'on est en train de saturer. D'accord? Ça veut dire que les moments magnétiques sont quasi tous alignés. OK? Là, on a augmenté le courant jusqu'à un certain niveau et on a saturé le matériau. Donc, ça ne sert plus à rien de continuer à augmenter le courant parce que de toute façon, tu n'augmentes plus en tension. Tu es en train de saturer. Si on décide de couper le courant, ça veut dire de le ramener à zéro, par exemple. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que si on décide de ramener à zéro, on va plutôt revenir ici. On ne revient pas à zéro. On va revenir à un point ici qu'on va appeler le champ remanent. Dans le matériau, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a fait revenir tous les moments magnétiques, mais malheureusement, on n'a pas su faire revenir tous les moments magnétiques parce qu'il y en a qui ont malheureusement gardé la position de déplacement. Donc, dans votre matériau, il va rester une aimantation. C'est ça qu'on appelle l'aimantation rémanente, le champ rémanent. OK? C'est comme ça que l'on fabrique les aimants, par exemple, que vous avez sur des frigos et consorts. Mais on prend un matériau qu'on va appeler des matériaux durs, et c'est ces matériaux-là que l'on va utiliser de cette façon. Avec les matériaux durs, on a des champs rémanents énormes. Donc, on alimente, on coupe. De cette façon, il reste une aimantation qui est une aimantation rémanente. Si je décide maintenant de continuer à alimenter mon matériau, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, je vais me rendre compte que je peux arriver à annuler ce champ rémanent si je lui applique un certain champ qu'on va appeler le champ coercitif. Donc, le champ coercitif, c'est le champ qu'il faudrait pour pouvoir annuler la rémanence sur un matériau. Si je continue comme ça à alimenter dans le sens négatif, donc il me faut une source qui soit il me faut une source alternative, c'est suffisant. Hein? Pas qu'il faut une source alternative, c'est suffisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je continue comme ça, je vais me rendre compte que je sature dans l'autre sens. OK? Si je reviens à zéro, je ne reviens pas au point zéro, je reviens à un autre point ici qui sera la rémanence, mais dans le sens négatif. D'accord? Si je réalimente dans l'autre sens, je rejoins ceci. Et je crée comme ça une zone ici au milieu qui est une aire qu'on va appeler l'hystérésis. OK? Cette aire tout au milieu va représenter en fait une surface. Et cette surface représente une énergie perdue. OK? C'est ce que je voulais expliquer pour votre camarade qui m'a posé la question pourquoi est-ce que c'est linéaire et pas linéaire? Parce que dans un matériau ferromagnétique, tu as des moments magnétiques. Donc, tu as des éléments qui sont sensibles à la présence du champ magnétique. OK? C'est pour ça qu'il y a ce changement. Or, dans les autres, dans le plastique, tu n'as pas des éléments sensibles au champ magnétique de cette façon. C'est pour ça que tu as quelque chose de linéaire là-bas. OK? Mais ça, vous avez déjà vu. Donc, ce qui nous ramène directement à ceci. Et dans ceci, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. La première courbe qui est celle-ci, c'est la courbe de première aimantation. C'est ce que j'ai dessiné tantôt. Et ensuite, si on veut annuler, on passe par le champ rémanent, le champ coercitif et l'autre saturation. Et si on revient, l'autre rémanence, l'autre coercitif, et ainsi de suite. D'accord? Toute cette zone-ci, c'est de l'énergie perdue. C'est une surface qu'on va appeler. Donc, chaque fois qu'il y a un bobinage sur un matériau, d'office, on a l'apparition de l'hystérésis. Qui dit hystérésis dit des pertes par hystérésis. Et c'est ça le problème. C'est quelque chose que nous allons tout le temps parler dans nos cours. Mais d'où proviennent ces pertes? En fait, dans le matériau, comme je vous ai dit, vous avez des atomes. Alors, ces atomes
il y a une friction. Comme les atomes sont en agitation, quand ils sont soumis à un champ magnétique, il y a ces molécules qui se retrouvent en train de se frictionner. Donc, c'est le fait qu'elles se touchent, elles se frottent entre elles, qu'il y a vraiment l'entraînement d'une élévation de température hein, dans la machine. Ça, c'est la conséquence directe, comme c'est écrit ici. Vous avez une élévation de température dans la machine, ce qui fait chauffer votre machine, tout simplement. Parce que vous avez un matériau ferromagnétique sur lequel on est venu bobiner pour créer un champ, pour par exemple pouvoir faire tourner un moteur. Du coup, ce matériau va se mettre à chauffer parce qu'on a des pertes liées à l'hystérésis. OK? Comment est-ce qu'on arrive à réduire ça? Il faut tout simplement diminuer cette surface. Pour diminuer cette surface, il faut aller chercher des matériaux en fer doux. Comme je vous ai dit tantôt, vous avez du fer dur qui vous permet d'avoir des zones assez grandes. On utilise généralement le fer dur quand on veut fabriquer des aimants. Et quand on veut fabriquer un moteur, on utilise généralement le fer doux. Parce que là, le fer doux vous propose une zone, une surface qui est généralement ici, comme vous voyez là, assez petite. OK? Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour pouvoir diminuer cela? On peut, à défaut du fer doux, il y avait une autre technique, mais je ne me souviens plus. Une autre technique assez compliquée, je ne me souviens plus. Mais je rajouterai ça dans des notes hein, si je me souviens. Ça va? Donc, ça explique que la question de votre camarade de tantôt. OK, mais si on ne sort pas température, oui, ça s'échauffe. C'est un moteur, donc ça dépend. Hein, tu peux monter. Tu veux savoir les ordres de grandeur de température? Mais si on ne sort pas de la zone linéaire, on... Ah oui, 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 c'est ça, je pense. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Oui. Oui, ça me dit quelque chose, Robin. Mais si on ne sort pas de la zone linéaire, on ne fait pas apparaître l'hystérésis. Mais tu vas sortir la zone linéaire. Ah, tu dis si on ne sort pas de la zone linéaire. Si on va faire apparaître l'hystérésis, puisque de toute façon, si tu ne sors pas de la zone linéaire, ça va être limite hein, quand même. Si tu ne sors pas de la zone linéaire, mais quel sera l'intérêt alors? Ça veut dire que ton matériau n'a pas eu le temps de saturer, donc théoriquement, il peut revenir. Oui, je pense que c'est possible que tu n'apparaisses pas l'hystérésis. C'est possible. Mais ça, je dois vérifier. Yann, ça, je dois vérifier pour te confirmer ça. Et tu ne sors pas. Parce que généralement, on trouve les matériaux de façon à ce que on atteigne l'hystérésis, mais lorsqu'on a déjà atteint la tension nominale. Donc, on ne reste pas longtemps dans la saturation, en fait. Parce que forcément, il va chauffer de toute façon. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir un matériau qui soit lourd et que tu n'atteignes pas pour quelle raison alors? Ça veut dire en fait il sera encombrant pour rien. Parce qu'il y a un oui, oui, c'est ça. Il sera encombrant pour rien. Je crois que c'est ça. De toute façon, tu auras forcément l'hystérésis à un certain moment. Même si tu atteins à peine le coude, ça veut dire que tu tournes un tout petit peu, mais tu vas toujours avoir un peu d'hystérésis. Puisque tous ces matériaux magnétiques ont ça le plus souvent. OK. Donc, ça expliquait cela. Ouf, le temps passe très vite. Hein. Donc, comment les réduire? Comme je vous ai dit, on utilise des matériaux doux ou on joue sur la température. Ça, je vais vérifier. Je vous en parlerai quand on va en discuter dans les chapitres concernés. Autre chose, hein, une autre perte qui nous intéresse, hein, c'est les pertes par courant de Foucault. Donc, il faudrait savoir que les variations du champ magnétique dans la matière vont générer des courants induits. Ça, vous l'avez vu aussi avec M. Vélenchenet. Vous vous souvenez quand vous dessinez les courants induits. Okay? Quand il y a variation, il y a d'office apparition de courants induits. Okay? Alors, ces courants induits auront tendance à vouloir s'opposer au champ extérieur, donc au champ qui leur a donné naissance. Donc, on va pouvoir utiliser justement ces courants induits pour pouvoir soit freiner des objets, c'est ce qu'on fait, ou soit provoquer un échauffement. Par exemple, les tacs à induction. Ça, c'est des courants induits. C'est des courants de Foucault.
OK? Donc, on utilise ces courants, on rapproche une bobine. Donc, ici, par exemple, on rapproche une bobine d'une TAC. Comme le courant est alternatif, ça veut dire qu'il varie. Donc, on a un champ qui varie. Parce que le champ varie, on a d'office l'apparition de courants induits au niveau de la plaque. Et ces courants, comme ils sont au niveau de la plaque et que la plaque est conductrice, alors on a un échauffement P est égal à RI carré qui apparaît ici. La plaque se met à chauffer. C'est exactement le principe de l'induction. OK? Et ce même principe, cette même chose apparaît au niveau de vos machines. Dans la machine, vous avez des bobinages. Ces bobinages sont enroulés sur du matériau magnétique. OK? Ce matériau magnétique, en fait, le courant varie. Comme le courant varie, alors sur le matériau magnétique, on a l'apparition justement des courants induits. Et ces courants induits vont aussi avoir tendance à échauffer le matériel. OK? Le matériau, pardon. Et pour cela, comment est-ce que, pardon, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces, euh, ces pertes, qui sont les pertes par courant de Foucault? Le plus souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on subdivise le matériau, OK, en fines feuilles appelées lamination, donc des laminations. Ça, vous l'avez dans les slides. Hein. Je vois que l'animation, c'est après la vidéo. Donc, on subdivise le matériau de façon à avoir de fines feuilles. C'est pour ça que si vous ouvrez un moteur, vous allez toujours voir que c'est comme si on a collé plein de fines feuilles entre elles. Comme ça, on a des surfaces qui sont très fines, des surfaces qui sont présentées au champ magnétique sont de toutes petites surfaces. OK? Il ne faudrait pas oublier que chaque feuille est bien isolée l'une par rapport à l'autre. Hein. C'est un peu comme les enroulements. Les enroulements sont toujours isolés dans du vernis. Ne voyez pas ça en cuivre, vous avez l'impression que c'est collé. Non, c'est bien isolé. On passe l'enroulement dans un isolant transparent avant de faire des bobinages. OK? Quel est l'intérêt de réduire, d'avoir de toutes petites sections? Hein? Tout simplement parce qu'en réduisant, on réduit la surface. Si on réduit la surface, en fait, on présente une résistance une plus petite au chemin. Donc, les courants de Foucault voient une résistance plus petite. Si les chemins de Foucault voient, les courants de Foucault voient une résistance plus petite, d'office, ils voient la force électromotrice qui est créée est aussi petite, puisque qui dit courant dit apparition de force électromotrice. Okay? Si on combine les deux, alors on pourra ainsi réduire les pertes par courant de Foucault. OK? Donc, dans les matériaux, on aura tendance à laminer, à découper. Deux grosses pertes à retenir, perte par hystérésis, liée justement aux matériaux, au type de matériaux que l'on prend, perte par courant de Foucault, liée au fait qu'on a affaire à une variation de champ qui induit des courants dans le matériau. Ça, toutes ces machines ont d'office ça. OK? Alors, une petite vidéo, je ne sais pas si vous voyez These la two vidéo. cylinders look the same, but if we are to drop each cylinder through copper tubing, one falls through the tube fast, while the other falls more slowly. This braking effect is caused by loops of electrical current called eddy currents. The slower cylinder is magnetized and the faster one is not. As the cylindrical magnet falls, its magnetic field induces eddy currents inside the walls of the copper tube. The eddy currents then generate an opposing magnetic field, which creates a braking force. As the magnet's velocity increases, so does the opposing force, slowing the motion of the magnet. When the magnetic braking force on the cylinder equals the force of gravity, it reaches terminal velocity. This effect follows Lenz's law of induction, which states that currents induced by a change in the magnetic field will try to counteract that change. OK. En plus simple, en fait, c'était une vidéo pour vous montrer l'une des applications des courants de Foucault. OK? C'est justement, dans un tube, on laisse tomber un matériau magnétique, donc un aimant, et un matériau qui n'est pas magnétique. Donc, l'objectif, c'est de voir que lorsque le matériau est magnétique, en fait, il est ralenti, tout simplement parce qu'il est en train de descendre dans votre tube, il va induire ainsi des courants sur les bordures de votre tube. Et ces courants auront tendance à vouloir créer des forces qui veulent s'opposer à celles qui les ont créées, donc freiner l'aimant. D'accord? Ça, je crois aussi qu'on l'a fait en labo pour vous montrer. Donc, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Hein. C'est le tube avec l'aimant ou bien un élément non aimanté. Vous voyez la différence. Il y a l'un qui va très vite et l'autre qui ne va pas vite, qui est comme s'il est ralenti.
Et ça s'explique par les courants de Foucault. Donc, ça, c'est l'une des applications des courants de Foucault. L'autre, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement l'attaque à induction. Donc, on utilise les courants de Foucault dans le but de créer l'échauffement. OK? Concernant le fait de réduire ces courants de Foucault, votre camarade Edouard dit qu'il n'a pas compris. Je suppose que c'est sur la partie de lamination, hein, comme je disais. Pour pouvoir réduire justement les courants de Foucault, en fait, l'idée, c'est de pouvoir laminer, donc de découper votre matériau en fines lamelles. Si vous ouvrez un moteur, vous verrez que c'est toujours des fines lamelles comme si on les a collées les unes après les autres. Tout simplement parce que lorsque le matériau n'est pas découpé, lorsqu'il est laissé en bloc, hein, vous voyez ici que la surface qui est présentée à la variation, donc l'apparition des courants ici se fait sur toute cette surface-ci. Par contre, lorsqu'il est laminé, vous avez plutôt des petits courants qui sont induits dans chacune des parties, qui sont très très petites. Comme elles sont très très petites, ces courants sont plus petits, donc la force électromotrice qui est déduite aussi là est plus petite. Donc les pertes par courant de Foucault seront petites. OK? C'est de ça que tu me parlais, Edouard? Mais c'est multiplié par le nombre. Non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu te dis que comme le nombre de lamelles a été divisé, ça veut dire que c'est le même courant divisé. Non, ce n'est pas comme ça. La surface qu'il présente est plus petite, vu que c'est lamelé. C'est additionnel, mais quand c'est lamelé, ça n'apparaît plus comme si c'était ce qui se passe ici, divisé par le nombre de lamelles. C'est ce que toi, tu te dis. Tu te dis que, OK, quand c'est grand, en fait, quand ce n'est pas lamelé, c'est ceci. Et quand c'est lamellé, c'est le nombre de lamelles divisé par ceci. Non, le courant ce n'est pas une relation linéaire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Le fait de réduire, ça fait en sorte que ce qui est présenté au matériau est tellement fin que ce qui apparaît est quasi négligeable, très très petit. Ce qui fait que la somme de tout ça fait en sorte que les pertes sont plus petites que si tu avais affaire à quelque chose de grand. Elles ne sont pas nulles, mais elles sont plus petites que si tu avais affaire à quelque chose de grand. Ça va? Alors, autre chose aussi concernant les applications. Ici, vous avez l'élément qui vous a été monté hein, sur la photo. Donc ici, vous avez le tube. On vous montre là. Vous avez l'aimant que l'on met dans le tube. C'est ça qui est montré sur la vidéo. Vous avez une autre application ici qui est aussi les freins par courant de Foucault. C'est toujours pour le freinage. Hein. Ici, vous avez un matériau ici, ferromagnétique ici. C'est du fer ou autre. Ici, vous avez un jar de tambour. On va injecter ici un champ magnétique variable. Le champ magnétique, lui, va frapper directement pointer directement sur ça. Comme il est variable, il y aura l'apparition là de courants dans le matériau et ces courants vont essayer de créer une force, donc un champ opposé pour pouvoir freiner ce disque. Okay? Si votre disque tourne comme ceci, la force qui va être créée va essayer de ralentir au mieux votre disque. Okay? Ça aussi, vous avez des applications. Vous pouvez voir ça facilement, des vidéos animées en ligne. Ça va? Alors, on va passer sur quelques lois, rapidement sur quelques lois et propriétés importantes à rappeler. On a la loi de Lenz-Faraday. Lenz-Faraday nous dit que la variation d'un flux au travers d'un conducteur entraîne la génération d'une force électromotrice. Ça, c'est Faraday. Ça, vous avez ici une image dont on fait entrer un aimant qui varie à l'intérieur d'un solénoïde et on a l'apparition sur l'écran d'une tension. Ça, c'est Faraday. OK? Et l'expression de cette tension, c'est E est égal à moins M dφ sur dt. Qu'est-ce que c'est que l'auto-induction? Le phénomène d'auto-induction concerne les solénoïdes. Un solénoïde, c'est ça, hein, ce que j'appelle généralement ceci, hein, une bobine. D'accord? Si vous alimentez une bobine ici, la bobine est alimentée. Alors, la bobine va induire d'office un champ magnétique B que vous voyez là. D'accord? Comme le courant varie, ce courant-ci, il varie, ça veut dire que le champ aussi varie. Donc, si le courant varie, ça veut dire que le champ varie. Si le champ varie, ça veut dire que forcément, il y aura l'apparition de courant induit.
puisqu'on a dit que s'il y a un champ qui varie, il y a d'office l'apparition de courant induit. Donc, si le champ varie, on aura l'apparition d'un courant induit qui aura tendance à vouloir s'opposer au courant qui lui a donné naissance. Ça, c'est le phénomène d'auto-induction. Ce pourquoi on écrit généralement que E qui est égal à ND phi sur dt est aussi égal à LDI sur dt. D'accord? Ça, c'est l'auto-induction. Par contre, si on rapproche, ça c'est une autre situation, un deuxième enroulement, dans un deuxième bobinage, ça c'est le deuxième bobinage que je rapproche à côté du premier bobinage qui était en train de varier. Donc je capte grâce au deuxième enroulement quelques lignes de champ du premier, parce que le premier a été alimenté, imaginez que c'est le premier qui était précédemment là, qui a été alimenté, qui avait des lignes de champ. Hein. Il y a plusieurs lignes de champ. OK. Et si je capte une ou deux lignes de champ du premier, qu'est-ce qu'on va observer? On va tout simplement observer qu'il y aura l'apparition ici, si je mets un voltmètre ici, il y aura l'apparition d'une tension. Et ça, on appelle phénomène d'induction mutuelle. D'accord? Donc, l'auto-induction, c'est lorsque une bobine alimentée par un champ variable va créer un courant induit qui aura tendance à s'opposer à sa variation. Et l'induction mutuelle, c'est lorsque une bobine alimentée par un courant variable va créer un champ qui sera capté par une deuxième bobine qui, elle, va pouvoir générer une tension. Ça, c'est l'induction mutuelle. OK? Alors, pour pouvoir déterminer la tension U2 ici, hein, ça, c'est le développement que vous avez eu les années passées. Je vous passe ce développement parce que ce n'est pas l'objectif du tout. Mais pour pouvoir déterminer cette grandeur, vous devez tenir compte de plein de paramètres. Donc, la valeur de la tension U2, qui est la tension ici, va dépendre du nombre de spies ici et du flux ci. Or, le flux ici, pour le déterminer, il faut aller tenir compte de tous les paramètres du circuit primaire, donc de la bobine A. OK? Ça a été vu. Donc, c'est juste des rappels des principes que l'on va utiliser parce que le transformateur que l'on va voir, c'est de l'induction mutuelle. Le moteur asynchrone, c'est de l'induction mutuelle. OK? C'est exactement ça que vous devez avoir en tête. Ça, c'est des rappels pour vous aider à pouvoir comprendre la suite. Voilà, ça, c'est la première partie qui nous a pris beaucoup de temps. C'était la partie sur tout ce qui était électromagnétisme. On va passer sur la deuxième partie qui est courant alternatif. Malheureusement, je dois aller un peu plus vite parce que j'ai bien envie de terminer avec ça parce que même si on ne termine pas, je ne reviendrai pas dessus. C'est du rappel. De toute façon, la semaine prochaine, je commence le chapitre sur le transformateur. OK? Donc, c'est pour essayer d'avoir un maximum d'éléments. Mais c'est des choses que vous avez vues. C'est des choses qui vont vous aider, entre autres, à mieux comprendre ce qui a été fait. Si vous avez déjà compris ça avant, tant mieux. OK? Alors, dans la partie courant monophasé, alternatif, hein, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'une sinusoïde. Hein. Une sinusoïde, c'est un signal qui se dessine comme ce que vous avez vu là. D'accord? C'est un truc alternatif, exactement. Ici, il y a deux sinusoïdes qui ont été dessinés, I et U. Okay? Pour pouvoir exprimer une sinusoïde, on l'écrit de cette façon. Ça, c'est l'écriture en valeur instantanée. D'accord? On voit très bien que dans cette écriture, on a une valeur maximale. Sur le chemin, on a bien notre valeur maximale. On a oméga qui représente la pulsation. Mais c'est quoi la pulsation? La pulsation, c'est encore la vitesse angulaire de votre signal. D'accord? Et cette pulsation, c'est encore 2π fois la fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? Ça dépendra de votre période. Ici, la période, c'est, je prends par exemple le signal vert, il commence ici, au point A, et à quel moment est-ce qu'il recommence ici, au point B. Donc, ça, c'est une période. Le point A va recommencer ici. D'accord? Donc, si je connais la période, je peux facilement déterminer la fréquence, parce que la fréquence est liée à la période par cette expression-ci. OK? Donc, ça, c'est deux sinusoïdes. Ça, c'est l'écriture instantanée. D'accord? Temporelle, si vous voulez. D'accord? Instantanée ou temporelle.
en fonction du temps, d'accord, de votre signal. Ça, c'est déjà vu. OK, par la suite, un phaseur aussi peut se représenter comme étant un vecteur tournant à vitesse oméga v. Donc, votre sinusoïde peut aussi être assimilé à un phaseur, d'accord? Donc, cette sinusoïde-ci, qui est dessinée, c'est-à-dire ceci, peut être assimilé à un phaseur. Ça, c'est un phaseur, un vecteur, d'accord? Très important, un phaseur est toujours noté ici par la petite barre au-dessus. Donc, on a notre phaseur U ici, d'accord? Alors, ce phaseur U ici est décrit par quoi? Par son angle et sa valeur et sa longueur. Ça, c'est les caractéristiques de votre phaseur. Ce phaseur est directement associé à votre sinusoïde. Ça, vous l'avez vu en mathématiques et en électricité. Et le but d'un phaseur, en fait, c'est quoi? C'est de rendre plus simple et immédiat l'analyse des cycles linéaires. Donc, on quitte du temporel pour passer en phasoriel pour vous aider à résoudre rapidement des exercices. Okay? De cette façon, si vous avez un phaseur qui est comme ceci, par exemple le phaseur U ici, comment est-ce qu'on l'écrit? On peut l'écrire sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire ici, on a la valeur efficace ici, et ici, on a l'angle. OK? Et ceci revient encore à écrire ça sous sa forme trigonométrique. Il faudrait tout simplement l'écrire valeur efficace fois le cosinus de l'angle plus J fois valeur efficace fois le sinus de l'angle. Ça, c'est des mathématiques. D'accord? Donc, cette écriture-ci, qui est la forme exponentielle, est assez proche de la forme polaire, qui est encore notre forme phasorielle, en fait. OK? Donc, écrire un phaseur, c'est tout simplement savoir l'écrire de cette forme. Deux choses importantes, valeur efficace et l'angle ou la phase. OK? Là, je vous donne quelques exercices assez rapides pour vous driller à la maison, pour vous rappeler un peu de comment on additionne deux phaseurs, de comment on reconnaît que deux phaseurs, voilà. OK? Vous avez des notes dans le syllabus de M. Vélenchenet qui peut vous aider si vous voulez refaire ça et que vous avez du mal. OK? Mais il faudra essayer de refaire ça parce qu'à un certain moment, on additionne justement des phaseurs dans le cours. Il faut savoir refaire ça. Donc, allez revoir un peu les cours concernés, en particulier le cours de M. Vélenchenet de première, même de l'année passée en deuxième. Si vous avez des notes, allez revoir ça. Essayez de faire ces petits exercices. OK? Ils vont vous aider. Malheureusement, le temps ne permet pas de s'attarder sur. Alors, on va s'intéresser à quelques notations. Comment est-ce qu'on note les choses en alternatif? En alternative, la valeur instantanée sera toujours notée par des minuscules, toujours. Lettres en minuscules, c'est des valeurs instantanées. D'accord? Les valeurs maximales seront notées, maximales ou moyennes, seront notées toujours par des lettres majuscules. OK? À rajouter de U max, par exemple, si c'est maximal, et U moyen si c'est des valeurs moyennes. Par contre, si c'est des valeurs efficaces, c'est tout simplement U. Donc, si on écrit U est égal à 24 volts, c'est une valeur efficace. Si on veut distinguer ça de la valeur moyenne, on va rajouter moyen. De la valeur max, on va ajouter max. Mais si c'est uniquement U, c'est une valeur efficace. OK? Par contre, si c'est un phaseur, on va toujours écrire un phaseur avec la barre au-dessus. OK? Comme c'est écrit ici. Donc, quand on vous écrit un phaseur comme ceci, ça veut dire en fait qu'à l'intérieur de cette barre, il y a deux éléments. Vous avez un premier élément qui est la valeur efficace et un deuxième élément qui est l'angle. OK? Donc, un phaseur est toujours composé de deux éléments. Par exemple, ici, j'effectue ici le quotient, le rapport de deux phaseurs, U phaseur en haut, I phaseur en bas. Donc, c'est un peu comme si j'effectuais le quotient des deux valeurs efficaces et la différence des angles. D'accord? Ça, c'est voir appel maths. OK?
Alors, si on se retrouve dans un circuit alternatif où il y a uniquement une résistance, à ce moment, on dira que le circuit est purement résistif. Ça veut dire quoi, purement résistif? Ça veut dire que le circuit est constitué que d'équipements résistifs. D'accord? Si le circuit est constitué que d'équipements résistifs, ça veut dire que si j'écris la valeur instantanée de la tension, j'ai U est égal à U max sinus oméga t, c'est bel et bien la tension ici. Donc, U, qui est la tension aux bornes ici de T, aux bornes de ma résistance, c'est encore R fois I de T. Parce que I de T, c'est le courant qui va circuler dans mon circuit. Donc, ce courant-là, c'est encore U de T sur R. OK? Qu'est-ce qu'on observe? Ici, j'ai représenté la valeur de la tension. On va observer tout simplement que dans un circuit purement résistif, le courant et la tension sont en phase. En phase, ça veut tout simplement dire que les deux s'annulent au même moment. C'est ce que veut dire phase. Il n'y a pas de décalage. Les deux s'annulent au même moment quand le circuit est purement résistif. Si je représente ça dans le domaine des phaseurs, donc des vecteurs, je vois ici que les deux vecteurs sont superposés. C'est bien le U et le I qui sont superposés. Donc, si je calcule la grandeur, j'ai quelque chose de ce style-ci. OK? Le plus souvent, nous, on prend pour référence de phase la tension. C'est pour ça que le phaseur de la tension ici, vous allez voir qu'on a représenté ça par valeur efficace de la tension et la phase. On a choisi que la phase sera généralement 0 parce que c'est notre référence. OK? La phase, c'est notre référence. Alors, si on s'intéresse maintenant à un circuit purement inductif, je précise bien purement inductif, ça veut dire que tout ce qui est dans le circuit est inductif. Il n'y a pas de résistif. D'accord? Si le circuit est purement inductif, et si on fait le même raisonnement que précédemment, on se rend compte en fait que la tension qui est ici, aux bornes de la bobine, en fait, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'ici, on a une bobine de valeur L. La tension et le courant dans un circuit purement inductif ne sont pas en phase. Ça veut dire ne s'annulent pas au même moment. Le courant a un retard sur l'annulation de la phase. C'est ce qui est montré ici. On a la tension qui s'annule ici. Par contre, le courant, lui, vient s'annuler quelques instants plus tard. C'est pourquoi on parle de retard. Donc ici, le courant est bien en retard sur la tension parce qu'il s'annule après la tension. OK? Alors, de ce fait, si je vais représenter ça dans le domaine phasoriel, je me rends compte que si j'ai ma tension ici en rouge, alors le courant est bien en retard parce que je suis en train de tourner dans le sens direct. Ça, c'est le sens direct. Direct, ça veut dire que je tourne comme ça normalement. Donc, celui-ci est bien en retard. Comme le circuit est purement résistif, hein, alors comme il est purement résistif, l'angle de retard ici vaut 90 degrés. OK? L'angle de retard ici, on va dire moins 90 degrés. D'accord? Parce qu'il est purement résistif. S'il n'était pas purement résistif, l'angle de retard à ce moment-là pourrait être un angle qui est quelque part entre 90 degrés et haut. Donc, ça pourrait être un angle qui est ici, ou ici, ou ici. Mais là, c'est quand c'est pas purement résistif. C'est pour ça que dans les exercices que vous avez toujours des angles entre 0 et moins 90. Mais si c'est moins 90 degrés, là, c'est purement résistif. OK? Alors, si vous voulez calculer à ce moment le courant en valeur phasorielle, vous allez forcément avoir un courant qui est d'office déphasé de moins 90 degrés, moins pi sur 2. OK? Parce que c'est purement. Alors, la dernière situation, c'est lorsqu'on a fait un circuit purement capacitif. OK? Je suis toujours dans du purement. D'accord? Purement capacitif, ça veut dire qu'on s'est rendu compte que tous les équipements de notre circuit se comportent comme une capacité pure. Alors,
comporte comme une capacité pure, alors à ce moment, on va observer que le courant est plutôt en avance. Donc, pendant que la tension s'annule ici, le courant, lui, il s'était déjà annulé là. D'accord? Donc, on va parler ici d'avance. OK? Donc, le courant est en avance sur la tension. Donc, le courant, ici, c'est bien une dérivée de la tension. Et si c'est purement capacitif, alors cette avance-là est de pi sur 2, quand c'est purement capacitif. Et si on voit ça dans le domaine, on a bien une avance, vu qu'on est dans le sens direct comme ceci. Hein. Le sens direct, c'est quand on monte, on a bien 90 degrés. Si on n'était pas purement capacitif, forcément, on devait être quelque part ici. OK? Si ce n'est pas purement capacitif, on a un angle qui est quelque part là-bas. Et si on veut calculer tout ça, on se rend compte que l'angle du courant, quand c'est purement capacitif, c'est bien de pi sur 2. OK? Bien. Alors, concernant la puissance, si on a la tension ici, si on a le courant là, on sait très bien que la puissance est bien le produit des deux, tout simplement. Donc, produit de U fois I, ça va tout simplement nous donner une grosse expression assez lourde hein, qui est composée de deux parties. Une première partie ici, qui est en fait ça, qui en fait va représenter un terme qui est constant. Et ce terme constant nous donne directement la puissance active, qui est la puissance vraiment utile de votre système. Et le deuxième terme, qui est celui-ci, ça va être plutôt une puissance, qu'on va dire une puissance fluctuante. C'est un terme qui est variant, puisqu'il est variant en fonction du temps, ici. D'accord? Ici, vous avez votre temps. Donc, ce terme-ci, il est variant. D'accord? Donc, c'est une puissance qui est fluctuante dans le temps, qui n'est pas utile. Donc, ça, c'est la puissance qui sera utilisée pour vous. D'accord? Et l'autre, c'est une puissance qui sera donnée et reprise à des instants différents dans votre système. Alors, si on essaie de s'intéresser à à quoi va ressembler la puissance, alors maintenant, dans chacun des cas, ça veut dire si on a une résistance, ça veut dire si on a un circuit résistif pur, si on a un circuit inductif pur, si on a un capacitif pur, par exemple, comment va se comporter à ce moment notre puissance, si on veut un tout petit peu s'intéresser à ça. Alors, dans le cas d'une puissance pure, on voit que, on sait que la puissance est U fois I. Hein. On a vu simplement que P, c'est égal à U fois I, vous vous souvenez. Donc, si je fais le produit de U fois I en ce point-ci, je suis toujours là. En ce point-ci, C2ci U fois I, j'ai quelque chose là. Ici, j'ai ça. C2ci U fois I, j'ai quelque chose plutôt positif. Hein, ici. J'ai négatif, négatif. Donc, j'ai quelque chose ici. Oui. Ici, j'ai là. Ici, j'ai ici. Donc, je me retrouve avec quelque chose comme ceci. J'ai juste fait le produit. OK? Comme on l'a dit tantôt. Donc, si vous faites vraiment votre produit, vous aurez quelque chose comme ce que je viens de dessiner. Et si vous faites la même chose dans le cas inductif et capacitif, vous aurez des chemins de ce style-ci. Si on est purement inductif, la puissance qui est la puissance absorbée peut aussi être déterminée par U carré sur R ou RI carré. Et dans le cas de inductif ou capacitif, ici, vous avez forcément la puissance absorbée qui vaut 0. Si on a une charge purement inductive, on n'a que de puissance réactive. Donc, on n'a qu'une puissance qui est appelée la puissance réactive, qui est appelée Q. D'accord? Donc, si on est purement inductif, on n'a pas de puissance active. On n'a que de puissance réactive. Idem de si on est uniquement capacitif. OK? Alors, en termes de puissance, on a vu puissance P, mais il n'y a pas que P. Hein. Il faut savoir que parmi les puissances, on a la puissance active. La puissance active, c'est la puissance utile. C'est celle que vous avez tout le temps entendu parler. P est égal à U I cos phi. P est égal à R I carré. Ça, c'est la puissance utile. P est égal à U carré sur R.
Donc, c'est la puissance qui est vraiment celle qui est utilisée. Par contre, il y a une autre puissance qu'on appelle la puissance réactive. Vous avez peut-être aussi entendu parler de ça. Forcément, quand vous faisiez les bilans l'année passée, la puissance réactive n'a de puissance que son nom, en fait. Hein. Donc, au sens mécanique, la puissance réelle que l'on utilise, c'est la puissance active. Donc, c'est la première puissance, celle-ci. D'accord? La puissance réactive est juste là pour donner l'importance, en fait, du récepteur réceptif, du récepteur inductif ou capacitif dans l'installation. Donc, grâce à la puissance réactive, on peut savoir si on a une installation fortement inductive ou fortement capacitive. D'accord? Donc, elle nous apporte beaucoup plus une indication que la puissance en elle-même. À côté de ça, vous avez une troisième puissance qui est la puissance apparente. La puissance apparente est utilisée spécialement lorsque vous voulez quantifier à ce moment votre transformateur. Parce que quand vous faites un abonnement chez vous, on vous demande quelle est la puissance apparente de votre installation. C'est ce qu'on vous demande. Donc, on vous dit, allez essayer de quantifier votre puissance active et réactive et dites-nous quelle est la puissance apparente. Même chose quand on veut installer un transformateur, on parle de puissance apparente. Donc, puissance apparente, c'est beaucoup plus là pour dimensionner le transformateur que l'on va devoir utiliser. OK? À côté de ça, alors, vous avez ce qu'on entend par triangle de puissance. Hein? Le triangle de puissance, c'est vraiment le triangle qui met en relation les trois puissances, puissance active, puissance réactive et puissance apparente. Et vous avez l'apparition d'un élément ici qu'on va appeler le cos phi, qui est encore le facteur de puissance. Donc, facteur de puissance et cos phi, c'est la même chose, idem, si on est en sinus. D'accord? Si on est en sinus, ça veut dire si le signal que l'on étudie est sinusoïdal, comme ça. Si votre signal n'est pas sinusoïdal, exemple de signal qui n'est pas sinusoïdal, quelque chose comme ça, ce n'est pas du sinusoïdal, à ce moment, on ne peut plus dire que le facteur de puissance et le cos phi sont identiques. D'accord? Intéressons-nous un peu au facteur de puissance, justement. Donc, le facteur de puissance, c'est une caractéristique d'un récepteur électrique hein, qui va rendre compte en fait de l'efficacité à consommer de la puissance, donc de l'efficacité du récepteur à consommer de la puissance. Si votre facteur de puissance est différent de 1, ça veut dire que votre installation va tirer plus de courant sur le réseau pour avoir la même puissance utile. C'est ce que ça veut dire en fait. Ce n'est pas du tout optimal, car si vous avez un courant plus élevé, vous allez forcément engendrer plus de pertes dans les câbles, parce que vous tirez plus de courant. C'est pourquoi on limite le facteur de puissance en Belgique à 0,9 pour les industries. Okay? Si vous êtes en deçà de 0,9, on vous propose d'installer dans votre installation, généralement c'est les industries, hein, parce qu'ils ont beaucoup de machines, on vous propose d'installer dans votre installation des capacités, donc des CAPA, des condensateurs. OK? On vous propose d'installer dans votre installation des condensateurs okay? Qui vont vous permettre justement de pouvoir remonter, relever ce cos phi. OK? Ça aussi, je crois que vous l'avez déjà vu. Alors, la dernière partie, il nous reste 5 petites minutes, hein, on va essayer de voir un tout petit peu. La dernière partie, c'est tout ce qui est partie triphasée, équilibrée et déséquilibrée. OK? C'est des choses que vous avez déjà vues. De manière générale, ici, dans un système triphasé, on a une source avec 4 fils, ou source avec 3 fils. 4 fils, ça veut dire qu'on a 3 phases et le neutre. 3 fils, on n'a que 3 phases. OK? Tout simplement. D'un autre côté, au niveau de la connexion des différents types de charges, on peut parler d'une connexion étoile et d'une connexion triangle. Donc, la disposition étoile veut dire qu'on a un nœud central. La disposition triangle veut dire qu'on a 3 nœuds qui relient 2 à 2 les parties de votre charge. OK? Ça aussi, c'est des trucs que vous connaissez déjà. Donc, un système est équilibré de manière générale lorsque la source est équilibrée, lorsque la charge est équilibrée.
OK? Donc, on parle de système équilibré lorsqu'on a la source qui est équilibrée, lorsqu'on a la charge qui est équilibrée. C'est ce que vous avez vu l'année passée avec Monsieur de France. OK? Et dans un système équilibré, la source est déphasée de 120 degrés. D'accord? Ici, on a UR, US, UT et les trois sont déphasés de 120 degrés. OK? Ça, c'est la définition générale d'un système équilibré. Ici, vous avez l'exemple d'une source sous forme étoile. OK? Ici, vous avez la tension de phase, tension de phase, tension de phase. Et la tension de ligne, c'est une tension entre deux lignes. D'accord? Donc, ici, on aura URS, par exemple. OK? Alors, dans un système équilibré, ici, si je vais représenter cette tension, on a bien U qui est là, UR qui est là. On a bien ici US qui est bien déphasé ici de moins 120 degrés. Et on a de l'autre côté UT qui est déphasé ici de plus 120 degrés. OK? Ça, c'est ce que votre source présente. Alors, je vais essayer de représenter les tensions de ligne, donc URS par exemple. Pour représenter URS, je sais que URS c'est UR moins US. Alors, je vais essayer de dessiner ça. J'ai déjà UR qui est ici. Je vais dessiner moins US. Je connais que US, c'est ça. Donc, moins US, c'est un vecteur qui est dans l'autre sens. Donc, URS, c'est ceci. OK? Si je fais la même chose avec UST et UTR, j'obtiens les trois vecteurs URS, UST et UTR. Je peux ramener ces trois vecteurs simplement dans mon circuit de façon à avoir justement mes vecteurs, ça veut dire les vecteurs étoiles et triangles, tous représentés. OK? Donc, ce vecteur URS a été construit comme je vous ai montré et juste a été ramené ici. C'est un vecteur qui est parallèle à celui que vous avez obtenu tantôt. OK? Alors, au niveau de tout ce qui est charge, qu'est-ce que l'on a? On a ici une représentation étoile et triangle. Donc, ici, vous avez une représentation étoile ici. Dans une représentation étoile ici, on a les tensions de ligne, courant de ligne. Dans une représentation triangle, on a tension de ligne, courant de ligne ici. Et ici, on vous propose de déterminer la tension, les puissances actives, réactives et apparentes dans les deux situations, qui en fait valent la même chose. Que l'on utilise les tensions de ligne ou les tensions de phase, en fait, les puissances restent les mêmes. OK? Ça, je vais vous laisser découvrir ça tranquillement. C'est des choses que vous avez déjà fait, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Au niveau de la conversion de étoile en triangle, ça aussi, vous l'avez vu. Vous avez vu beaucoup plus le cas où si on est en équilibré, si on est en équilibré, Z1 égale à Z2 qui est égal à Z3, donc c'est égal à ça. Donc, pour pouvoir déterminer Z étoile, alors, qu'est-ce que je fais? Je prends Z triangle ici. Hein. Si ça est égal à ça qui est égal à ça, je prends Z triangle, je divise simplement par 3. Ça, c'est ce que vous avez fait. Cependant, il peut arriver que vous avez des situations où ce n'est pas équilibré. C'est ce que les électromécaniciens voient. À ce moment, vous avez une expression pour passer d'un à l'autre. OK? Ceci, c'est à titre d'information. Hein. Ça ne vous intéresse pas particulièrement. OK. Et enfin, je ne vais plus trop tarder. Et enfin, quand vous avez un circuit triphasé, hein, s'il faut le résoudre, tout simplement, par exemple, un circuit triphasé, si vous avez une source ici, qui vous voulez résoudre un circuit ici qui est sous forme étoile, alors le plus simple, c'est de toujours découper, si c'est en équilibré, découper une partie de votre circuit et d'avoir un schéma équivalent comme celui-ci. Et c'est celui-ci que vous devez résoudre. OK? Tout ce que vous allez trouver ici, ce sera la même chose de l'autre côté, mais déphasé de plus ou moins 120 degrés. Très bien. Je pense qu'on a quasiment fait le tour. Il nous reste 2-3 slides, mais sur le déséquilibré, c'était plus à titre d'information. Donc, on va s'arrêter ici. Je vous remercie pour votre participation. Hein. Je vais couper l'enregistrement.